Et bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'XY Mag. Donc au sommaire, dans ce numéro, donc domotique avec une installation qu'on a mis en place pour gérer le chauffage sans fil, aucun fil. Donc le Lenovo X220, dans l'ordinateur portable, donc on a testé. Fitbit One, donc sur la base d'un article qui a été fait par Valverde dans xymag.tv, le site. Donc, qui est un petit dongle, on va dire, qui permet de suivre un petit peu son activité journalière. Un jeu, Hotline Miami. Il m'énerve, ce jeu m'énerve, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Et puis, un petit peu, pour conclure, du revival avec j'ai mis des piles dans ma FX 850p. Pour ceux qui savent ce que c'est, ils ont compris. Pour les autres, il faut attendre la fin pour en savoir plus. Alors, tout de suite, on commence par la domotique. Alors, quel était le sujet ? Le sujet, c'est en fait que ici, le chauffage est électrique et que, comme vous le savez, l'électricité, pour le moment, c'est bon marché en France, mais ça va augmenter de plusieurs pourcents par an maintenant jusque dans quelques années, puisqu'il faut financer les énergies renouvelables et que c'est les factures d'EDF qui vont les financer, puisque c'est pas vraiment rentable par rapport au nucléaire qui là est moins coûteux. C'est l'énergie qu'on a aujourd'hui. Donc, du coup, comme on ne peut pas non plus changer vraiment d'opérateur électrique, j'ai pris parti d'essayer d'être économe et donc d'installer un système de gestion de l'énergie dans l'appartement. Alors, le problème qui se pose, c'est que les convecteurs qui sont ici, ils ne sont pas équipés d'une centrale. Je ne sais pas pourquoi le constructeur avait pas fait ça, ce qui fait qu'ils se pilotent un par un. Et vous savez, le gars qui a inventé le chauffage électrique, il était un petit peu bizarre, c'est qu'au lieu de mettre 18, 19, 20 degrés sur les thermostats des chauffages électriques, il a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est comme sur les fours. Quand vous mettez four thermostat 8, je suis d'accord, mais c'est quelle température? Donc moi, comme je veux savoir la température qu'il fait chez moi et que je veux qu'il fasse entre 20 et 22 degrés, eh ben, j'ai dit, je ne peux pas travailler comme ça, c'est n'importe quoi. Alors, je me suis un petit peu documenté sur ce qui existait parce que je voulais installer un système qui pilotait tout le chauffage, mais je ne veux pas installer de fil, je ne veux pas en faire des saignées dans les murs, parce que déjà je ne sais pas faire, c'est surtout ça, et puis que c'est pas beau, tout ça. Donc je voulais un système no fil, sans fil en français. No fil en anglais ça n'existe pas non plus, mais ça fait bien quand même. Donc un système sans fil, et donc j'ai regardé. Alors, en domotique, il y a deux mondes. Il y a le monde des box, en fait, un peu comme la Freebox, mais sauf que c'est les box domotiques, avec lesquelles vous pouvez piloter un ensemble on va dire de périphériques. L'inconvénient, c'est que la mise en œuvre est coûteuse parce qu'il faut acheter la box, qui coûte quand même plusieurs centaines d'euros, et puis après il faut acheter les dispositifs qui vont dans chacun de vos appareils que vous voulez piloter à distance. Et moi, que pour le chauffage, ça me faisait beaucoup d'investissements, même si ça m'aurait fait plaisir, pour pas grand chose, parce que j'ai pas de volet roulant, j'ai pas d'alarme, j'ai pas de système à piloter à distance, etc. Ici, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin, donc ça me faisait partir sur quelque chose de trop coûteux. Donc j'ai cherché un système qui pouvait piloter que le chauffage, mais toujours sans fil. Et il se trouve que ça n'existe pas vraiment, puisque la plupart des systèmes, en fait, c'est un boîtier que vous mettez dans votre boîtier électrique, piloté par un fil sur un thermostat, qui lui-même, par un fil pilote, va piloter les radiateurs. Et ça, c'est l'installation classique, en fait, que vous avez chez vous, si vous avez un thermostat avec des radiateurs, que ce soit électrique ou pas d'ailleurs. Le problème ici, c'est que moi, j'ai tout démonté, les radiateurs, j'ai bien un fil pilote, il arrive bien au compteur électrique, mais là, ils les ont attachés en grappe et ils les ont jamais branchés. Donc du coup, j'ai que la moitié d'installation faite, et du coup, je n'ai pas de thermostat, bien sûr, comme je disais au début, avec le fil qui leur est relié au gestionnaire de fil pilote, et donc il aurait fallu que je le fasse, donc je ne pouvais pas faire ça. Donc j'ai trouvé un système chez Deltador, donc, qui est le constructeur, en fait, la marque qui produit ça, qui se met en fait directement au niveau du convecteur, du convecteur électrique, donc qui se branche sur l'alimentation électrique et la phase neutre et le fil pilote, donc, et qui permet, donc c'est un petit boîtier, qui permet en fait, pendant que je parle, vous voyez la vidéo en fait de ce qui se passe, je le dis parce que bon, des fois que ça doit être là ou là, je vais où il y a de la place. Donc, et puis ça se met à piloter le radiateur, donc le radiateur vous le mettez en position minuterie sur le petit bouton, donc qui veut dire piloté par thermostat. Et à partir de là, il n'est plus autonome, il est piloté par les boîtiers. Donc j'avais 5 convecteurs, j'ai mis 5 boîtiers et j'ai un boîtier température qui permet de piloter l'ensemble des boîtiers qui sont sur les convecteurs, ce qui fait que je peux régler 2 zones. Donc j'ai fait une zone vie dans la zone où je tourne ici, pour ceux qui, personne ne connaît, mais pour ceux qui savent, c'est ici, et la zone nuit
les chambres dans lesquelles j'ai mis moins de chauffage, puisque dans les chambres, on a du matériel de couette, en l'occurrence, pour se tenir chaud. Donc, et on peut régler tous les jours de la semaine, par tranche de demi-heure, c'est vraiment très précis. Donc j'ai réglé ça, et depuis, donc là on est au mois de novembre, il ne fait pas froid depuis longtemps ici sur Lyon, mais depuis, eh bien, la maison est bien mieux chauffée qu'avant, je sais exactement combien il fait partout, et j'ai pas de stress, no stress, pour arriver à savoir, dans la journée ça marche pas, etc. Et donc au niveau électricité, eh bien, je suis sûr que je vais moins consommer, puisque je consomme que ce que moi j'ai envie d'avoir comme confort, et pas ce que le radiateur pense qu'il faut qu'il fonctionne, puisque, encore une fois, position 5, position 6, c'est quelle température? On ne le saura jamais. Si quelqu'un le sait, il pourra poster la réponse sur le forum d'xymac.tv sur les commentaires de cette vidéo. Deuxième sujet, le Lenovo X220, donc ordinateur, Lenovo, ordinateur, tout ça, etc. Et je l'ai ici, là devant vous, je vais vous le montrer. Donc je vais me déplacer de quelques mètres pour le récupérer et je reviens tout de suite. Le voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cet ordinateur? Donc, il se trouve que ça faisait longtemps que je regardais un petit peu ce qui se passait sur les ordinateurs. Moi, je considère que ça, c'est un petit ordinateur et c'est surtout un ordinateur très léger. D'accord? Il doit faire juste un tout petit peu plus d'1 kilo. Lenovo, c'est pas très connu dans le grand public parce que c'est surtout utilisé par les entreprises. Et c'est pour ça que je connais, parce que cet ordinateur-là était en dotation dans mon entreprise. Là où je travaille la semaine, et donc c'est vraiment un ordinateur qui est de bonne qualité selon moi, puisque il a vraiment, donc la solidité des ThinkPad de Lenovo, elle est très connue parce que ça fait des années qu'ils ont ce form factor qui est connu, qui est moche, je suis d'accord, c'est pas joli, etc., mais c'est hyper solide, c'est vraiment, je trouve, vraiment robuste, on va dire, voilà. Et au niveau ensuite du fonctionnement, un ordinateur, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un clavier complet, bien sûr, sans pavé numérique, un écran qui est vraiment bien, bonne qualité, donc aujourd'hui. Mais surtout, ce que j'ai trouvé, c'est quelqu'un qui le vendait, je l'ai acheté d'occasion, avec Windows 8, plus Windows 7 Pro, en version Pro, justement, Windows 8 Pro. Ce qui est intéressant parce que c'est quelque chose qui va me permettre de l'utiliser à l'entreprise. Ensuite, quand je aurai la chance de pouvoir avoir Windows 8 qui est validé par l'entreprise, qui va être bientôt, puisqu'ils vont valider Windows 8.1. Donc du coup, comme j'avais Windows 8, et ben maintenant j'ai Windows 8.1 sur cette machine, donc j'ai fait la mise à jour. Alors là, encore une fois, bravo Microsoft, c'est-à-dire que je l'ai reçu avec Windows 8, donc l'ancien propriétaire l'avait tout reformaté à zéro. Du coup, pour installer 8.1, j'ai dû me taper 53 patchs. Donc entre le temps de chargement plus le temps d'installation, merci pour s'en servir tout de suite, c'est bien, non, donc. Puis après, la mise à jour, donc Windows 8.1, donc là j'ai dû me taper le téléchargement de je sais pas combien de gigas de distribution Windows 8.1, puis enfin j'ai pu m'en servir, mais je suis très content du résultat. C'est Windows 8.1, c'est un système qui me déplaît pas. Je pensais que je ne serais pas satisfait parce que Windows 8 j'avais vu, ça me plaisait pas, là ça me déplaît pas, je ne suis pas ravi mais ça me déplaît pas, et l'ordinateur fonctionne bien, sachant que, très important, parce que pour moi critère indispensable pour un ordinateur d'aujourd'hui, il a à l'intérieur donc une interface WAN, donc ce qu'on pourrait appeler une carte 3G, donc HPSA en l'occurrence, qui permet de vraiment l'utiliser tout le temps, puisque j'ai la chance de disposer de plusieurs puces qui le permettent, grâce au fait que j'en ai. Voilà, on va dire ça comme ça. Et que du coup, je peux l'utiliser même quand il n'y a pas de Wi-Fi, donc on va dire de partout. C'est vraiment un indispensable pour moi aujourd'hui sur un PC. Je ne prends jamais s'il n'y a pas 3G. Et celui-là, c'était vraiment une bonne opportunité pour 425 € au final, négocié avec le vendeur sur eBay. Parce qu'il ne l'avait pas vendu normal, car personne ne connaît ces modèles et du coup, on va dire le grand public va pas trop faire d'enchères dessus puisqu'il ne sait pas trop si c'est bien ou pas. Mais moi, je vous le dis, c'est vraiment une bonne machine. Bravo, merci le vendeur. Et je vous dis que ça, c'est Lenovo X220. Très bon PC, je suis ravi, je suis très content. Et en utilisation, c'est le top. La batterie est très bien aussi en autonomie. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie Lenovo, pour ceux qui s'intéressent. Maintenant, on va passer au jeu, donc Hotline Miami sur PS Vita. Et là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, c'est un jeu hyper dur.
Donc c'est un jeu pour, il arrive pas cher, il doit faire moins de 10 €, je ne me rappelle plus combien je l'ai acheté. Et en fait, c'est vraiment, on y passe un temps fou parce qu'on ne progresse pas vite, quoi. Il faut tout le temps recommencer. Alors pourquoi? Prenons du départ. Donc déjà, c'est un jeu, donc moi j'ai pris sur PS Vita, développé old school, c'est-à-dire les graphismes ne sont pas faramineux, cherchez pas à comprendre. Le gameplay, il n'y a pas 50 000 combos à prendre de touches, hein, c'est pour diriger, etc. Après avec les touches qu'on a là, donc c'est simple, tout est simple. Donc le but, c'est de rentrer dans des bâtiments, tuer des mecs et puis sortir vivant. Mais le problème, c'est qu'à la première balle, vous êtes mort. C'est pas genre la vie baisse, etc. C'est vous êtes mort. Donc inconvénient, hein, c'est que il faut recommencer du début car il ne sauvegarde pas à l'endroit où vous étiez, il sauvegarde que par niveau complet. Donc un niveau complet est composé de plusieurs tableaux. Et si vous mourrez au deuxième tableau, par exemple, il faut recommencer du premier. D'accord? Même chose quand vous arrêtez de jouer. Vous ne pouvez pas arrêter de jouer au plein milieu d'un tableau. Il faut arrêter de jouer à la fin d'un niveau. Sinon, quand vous recommencez de jouer, il n'a pas gardé la progression. Et donc, si vous avez déjà eu du mal à avancer, vous aurez du mal à re-avancer. Donc, c'est ça qui est pénible. Sinon, le gameplay est vraiment hyper prenant parce qu'au final, c'est pas un jeu bourrin parce que comme on se fait tuer très vite, il faut avancer très doucement, il faut avancer stratégique. C'est-à-dire que les ennemis sont placés à des endroits, ils ont, on va dire, des patterns plus ou moins toujours identiques, mais non. En réalité, non, j'ai essayé plein de solutions, c'est pas toujours pareil. Ils réagissent un petit peu en fonction de ce que vous faites. Et donc, il faut trouver le bon moment pour le tuer sans que ça alerte les autres, machin, etc. On peut les tuer à coups de fusil, on peut les tuer à coups de poing, on peut les tuer à coups de couteau, ça fait du bruit, ça fait pas du bruit, du coup, ça donne pas les mêmes effets. Mais ce qu'il faut savoir de toute façon, c'est que la moindre erreur, vous êtes tué. Parce que eux, ils réagissent tout de suite et une balle, vous êtes tué. Donc, c'est vraiment à ce titre-là que ce jeu est très dur. Et le fait qu'il soit très dur, ça en fait plus justement un jeu de puzzle, on va dire finalement, qu'un jeu de baston, parce qu'il faut vraiment connaître le niveau, réfléchir et le faire d'une manière, c'est méthodique. Hein, si vous n'êtes pas méthodique, vous n'allez pas arriver, ou alors vous allez avoir du chance une fois, mais en bourrinant et en allant de partout et en arrivant à les tuer avant qu'ils réagissent, mais j'ai essayé aussi, c'est encore plus dur. Donc vraiment, Hotline Miami, un jeu pas connu, mais alors moi je l'ai trouvé par hasard, mais vraiment très bien. Et maintenant dans les téléchargements sur la PS Vita, il est dans les premiers, donc il faut en profiter. Je voulais parler aussi du Fitbit One, donc là c'est mon ami Valver qui a fait l'article puisqu'il a participé à la rédaction de... il n'a pas participé, il a écrit totalement l'article, il a participé en tant que rédacteur à XY Mag, et donc sur le Fitbit One, donc, qui est un petit appareil qu'on peut porter sur soi, qui va vous permettre de mesurer tout un tas de paramètres sur votre activité de la journée, principalement vos déplacements, etc. Ça fait partie du Quantitative Self dont j'ai parlé la dernière fois avec les smartwatches, qui fait que de plus en plus on va avoir sur nous des devices qui vont vous permettre de savoir ce que vous avez mangé, ce que vous avez marché, où est-ce que vous êtes allé, est-ce que vous avez pris de l'altitude, machin, etc., pris du poids, le rythme cardiaque et tout, et qui va vous permettre de vous faire des programmes de vie au fil du temps pour ou pas améliorer certaines choses. Moi franchement je trouve ça super, donc je suis en train de regarder alors il m'a donné envie avec son Fitbit One là, pour acheter un bracelet maintenant là, mais je vous ferai la surprise si j'arrive à en avoir un pas cher pour pouvoir faire un test d'utilisation justement sur est-ce que vraiment c'est utile, est-ce que vraiment on apprend des informations sur soi, est-ce que vraiment ça nous permet de changer nos comportements, ce qui serait vraiment hyper intéressant pour le coup. Donc là un article vraiment très bien documenté à lire sur xymag.tv, je vous encourage à y aller en plus de la vidéo parce que je vous ai à peine dit 10% de tout ce qu'il a écrit sur l'article. Dernier sujet, Revival pour ceux qui se souviennent. Alors il se trouve que j'ai remis des piles dans ma FX 850p. Sauf que je ne peux pas vous la montrer aujourd'hui parce que mon fils est parti avec. Donc je me suis dit comment je vais faire. Mais j'ai réfléchi et j'ai dit Régis, il faut que tu fasses preuve de présence d'esprit. Et donc j'ai toujours aussi la FX 702p. Mais là j'ai pas remis les piles, mais ça va me permettre d'illustrer mon discours sur la 850. Alors, un petit retour en arrière pour ceux qui ont entre 20 et 40 ans et qui n'ont pas connu en fait ce genre d'objet. Donc en fait, pour tout vous dire, dans les années 80, j'ai découvert ce modèle-là dans un stage du CPA où j'avais un copain qui en avait un et le mec il me l'a prêté 2 minutes et je ne l'ai pas quitté de toute la semaine. Tellement que ça m'a rendu dingue de voir qu'il y avait des choses comme ça. C'était déjà un mini ordinateur en fait à l'époque, parce que si vous voyez là toutes les touches c'est pas des chiffres, hein, c'est clavier, les commandes basiques, etc. Donc ça se programmait en basique, on programmait, je sais pas
il n'y avait peut-être même pas un cas de mémoire, mais c'était déjà faramineux. Donc, puisqu'on ne parlait pas en cas, on parlait en pas. Donc, je ne sais pas vous dire combien ça fait de cas, mais pas beaucoup. Donc, l'idée, c'est que c'était au départ des calculatrices, c'est Casio qui fait ça, bien sûr, et en même temps des ordinateurs, toute la partie, avec toutes les fonctions mathématiques, statistiques qui existent, plus un basique, comme tout basique qu'on a connu. Donc, c'est un basique, c'est un langage de programmation pour ceux qui ne savent pas. Et ça permettait de faire des programmes. Alors, sur celle-ci, on n'avait qu'une seule ligne de caractères. Donc, il fallait avoir de l'imagination pour éventuellement faire du jeu, mais il y en avait. Et donc sur la 850, on avait 2 lignes. La 850 est un peu plus grosse, mais elle est plus fine que celle-ci, que la 702. À l'époque, cette machine-là, j'avais payé entre 500 et 800 francs, je ne me rappelle plus. Je l'avais acheté en détaxé, je l'avais acheté à Ceuta, pour ceux qui connaissent. C'est un territoire libre d'Espagne qui se trouve au Maroc, enfin du côté de l'Afrique. Et ça m'a permis d'avoir un prix correct, enfin j'avais cassé la tirelire. Et l'autre, je l'avais acheté à peu près le même prix, la 850 en francs à l'époque, quelques années plus tard, quand j'étais au lycée. Et j'ai passé le bac avec, à l'époque c'était encore autorisé. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, dans les mémos, il y avait beaucoup. Alors surtout, j'avais mis, pour ceux qui se rappellent, les fonctions dérivées, hein, puisque il faut savoir que a au carré est égal à 2a. Alors ça c'est facile, mais quand vous êtes dans le logarithmique, c'est plus difficile à s'en rappeler. Donc j'avais mis toutes mes fonctions dérivées dans la calculatrice. Ça m'a pas aidé énormément, mais ça m'a rassuré, j'étais content. Puis en plus, rien que le fait de le faire, ça m'avait plu. Donc j'ai remis des piles du coup dans le RAS 850 pour revenir. J'ai fait découvrir un petit peu la programmation basique à mon grand, donc qui est au collège. Et j'espère que j'ai pu l'intéresser, si c'est cet objectif, si c'est le cas, à pouvoir créer lui-même des choses plutôt que de toujours utiliser des jeux tout faits. Donc j'ai fait un petit jeu de course de chevaux. Alors l'imagination, c'est des lettres qui avancent, hein, donc pareil, mais il n'y a pas de graphisme. Mais c'est peut-être là où on a le plus d'imagination, c'est quand on n'a pas éventuellement tout cuit. Et il l'a pris, il s'en sert un petit peu. Bon, peut-être pas tant que moi je m'en suis servi, mais l'essentiel c'est de l'intéresser. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de retrouver des vieilles babasses comme ça, il y a toujours des sites. Je les ai mis dans l'article qu'il y a sur XYMag qui dédie des programmes. Bien sûr, il y avait Hebdogiciel. Hein. Cette calculatrice-là de 702p, elle a fait l'objet de plusieurs dizaines de listings sur Hebdogiciel pour vous dire à quel point c'était un must-have à l'époque. Maintenant, quand on le regarderait, on rigole. Hein. Mais à l'époque, c'était le top. Donc, il y a toujours beaucoup de listings qui existent pour plein de sujets. Mais surtout pour calculer, c'était vraiment à l'époque révolutionnaire. Moi, je pouvais faire tout un tas de trucs que mes copains ne pouvaient pas faire avec leur TI-57 parce que quand j'étais limité, je programmais à la fonction et du coup, j'avais toujours les résultats avant. Rien que ça, déjà, ça fait plaisir. Donc, voilà pour la séquence Revival. Ainsi s'achève ce numéro d'XYMag, donc un petit peu long, mais il y avait pas mal de choses à dire. Je vais illustrer tout ce que je peux sur les vidéos. Toujours pareil, hein, si ça vous plaît ce que je fais, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, gardez-le pas que pour vous, parce que vous serez les seuls à le savoir, mais moi je préfère que vous soyez plusieurs pour qu'ils puissent le découvrir aussi. Donc il y a maintenant plus de 24 numéros qui ont été faits, il y a plusieurs centaines d'articles sur le site, faites-le savoir. Moi, c'est pour ça que je le fais, c'est pour que du monde vienne le voir, c'est pas pour rester tout seul devant la caméra. Donc, je compte sur vous les amis et je vous dis à bientôt pour les prochaines aventures, prochains tests intéressants et j'ai prévu déjà des choses super. À bientôt. Eh bien, rebonjour, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe une fois que le tournage est terminé. Donc tout se passe sur l'ordinateur. Donc le film est rentré sous forme d'un fichier numérique et ensuite je vais le monter, là je vais vous montrer. Donc j'ai l'ensemble des images et des vidéos que j'ai collectées et ainsi que le film. Et donc je fais le montage sur toutes les pistes avec le logiciel pour permettre d'avoir le fond qui me permet de ne pas apparaître sur le fond vert. Et puis l'ensemble des illustrations que je mets ici qui vont me permettre
de faire des incrustations vidéo dans la vidéo avant d'ajouter bien sûr tout ce que j'ai dit. Donc là, il y en a à peu près pour une bonne heure de montage. Ensuite, il y en a pour une petite heure de compression au format MP4. Et puis ensuite, il y en a pour une bonne heure et demie d'upload sur les sites de diffusion. Donc en fait, une fois qu'on a fini de tourner, il y en a bien pour plus de 3 heures encore de temps de traitement, de temps d'upload pour pouvoir mettre à disposition XY-Mag. Voilà un petit peu pour cette étape. Je vous dis à bientôt et on verra peut-être d'autres étapes un petit peu top secrètes du tournage dans d'autres numéros. Au revoir.